à tous, merci d'être encore là, vaillants, résistants pour la journée numéro 4. Donc une matinée où on va aborder les questions de langue sous l'angle anthropologique avec Patrice Gaudin d'abord, qui est maître de conférence ici à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en anthropologie et qui va nous présenter une communication donc de la langue à la société, de la société à la langue, l'ethnographe comme traducteur. Puis on aura une communication de Véronique Filleul que vous avez déjà pu rencontrer mardi dernier et qui est donc sociolinguiste, sociodidacticienne et qui nous parlera des biographies langagières comme outil de compréhension de l'utilisation des langues, notamment à partir d'une enquête avec des étudiants ici à l'université. Voilà, je cède la parole à Patrice, donc à peu près une demi-heure de communication, et puis après, comme ça, on a le temps pour... Oui, mais en fait, ça a été légèrement décalé, puisque... Non, mais c'est bien de conserver le timing qu'on avait prévu. Voilà. Bon, à peu près une demi-heure. Merci. Bien, bonjour. Le titre donc de cette communication, c'est de la langue à la société, de la société à la langue, et vous allez voir que c'est un titre sans doute un peu trop large et un peu ambitieux. Et donc, mon idée, c'est de poser des problèmes de traduction, mais propres aux anthropologues. C'est-à-dire que les anthropologues ne peuvent aujourd'hui, je l'espère en tout cas, ne rien faire sans les linguistes, parce qu'ils ont besoin de pouvoir travailler sur la langue de la société dans laquelle ils vivent et avec les gens qu'ils rencontrent, mais il est bien évident qu'il y a un certain nombre de problèmes spécifiques à l'anthropologie, et ces problèmes spécifiques, je vais essayer de vous les poser sans pour autant avoir, je dirais, une réponse complètement satisfaisante, dans le sens où je dirais, pour l'anthropologue, très souvent, traduire va consister à accoucher d'un certain nombre de barbarismes, et je vais essayer de vous donner quelques-uns de ces barbarismes de mon cru, donc avec ce que ça peut vouloir dire. Alors, qu'est-ce que veut dire traduire? Parlant de la traduction humaine, mais il parlait en fait surtout, je pense, de la traduction littéraire. Jean-Paul Vinet, qui est un linguiste qui travaille dans les années 60 en France, affirme qu'on ne traduit pas pour comprendre, mais pour faire comprendre. Par conséquent, écrit-il, de la part du traducteur lui-même, le problème n'est pas en général de découvrir un sens ignoré de lui, mais le moyen de rendre compte de ce sens dans sa langue maternelle. Pour l'anthropologue, forcément, mais je pense que c'est vrai aussi pour le linguiste de terrain, il en va tout autrement, parce qu'avant de prétendre faire comprendre, il faut d'abord qu'il comprenne quelque chose à ce qu'on lui dit, c'est-à-dire saisir un sens qu'il ignore par définition et qui n'est rien moins qu'évident la plupart du temps si il essaye d'écouter réellement ce qu'on lui dit dans cette affaire. D'où le passage par l'apprentissage de la langue et un travail aussi systématique que possible de traduction pour l'anthropologue, qui est de fabriquer des dictionnaires, de récolter et de traduire des textes, des discours, des conversations le plus soigneusement possible, en s'aidant de tout le travail qui a pu être fait pour les linguistes, ce qui est mon cas, puisque travaillant dans la région d'Yingen, j'avais l'avantage d'avoir les travaux d'Audricourt et ensuite surtout ceux de Françoise Ozanne Rivière, qui d'ailleurs, auquel je voudrais rendre hommage, parce que quand je suis venu ici, elle m'a donné vraiment toute la documentation qu'elle pouvait avoir, et j'ai pu comme ça accéder assez vite à un certain nombre d'éléments de compréhension de la langue dans les langues, puisque dans la région où je travaille, il y a 4 langues qui sont parlées, donc dans les langues dans lesquelles j'avais à travailler. Mais ce travail de traduction, qui est absolument essentiel, n'est pas pour l'anthropologue complètement suffisant, parce que son objet lui-même n'est pas la langue, même si la langue est ici qu'un moyen. C'est pas l'objet de son questionnement fondamental. Son objet, c'est la société. Et qu'est-ce que c'est que la société? Bien entendu, là, il y aura des réponses un peu différentes selon les anthropologues, et je dirais même que cette réponse risque de changer au cours même de la recherche anthropologique, puisque par définition, si l'anthropologue est un peu cohérent avec lui-même, partant d'une certaine définition de la société,
société, il va être obligé, ce que j'essaierai de montrer tout à l'heure, de la déconstruire quelque peu à partir de la manière qu'ont les gens avec lesquels il travaille de faire société. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est pas une définition de base de la société, mais la manière dont les gens eux-mêmes vont faire société et vont venir interroger les catégories de l'anthropologue. Je vais revenir là-dessus. Donc, plus qu'une organisation sociale, la société sera définie ici, dans un premier temps, parce qu'il unit les membres d'un même groupe humain par-delà leurs différences, mais en fait ce qui constitue même le substrat de leurs différences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont avoir en commun par-delà leurs différences, c'est-à-dire un ensemble d'idées, de théories, de représentations, de valeurs, de biens ultimes, de normes, un ensemble de représentations donc au sens large du terme, sur lequel l'anthropologue va travailler. Et bien entendu, ici, je ne vais pas vous donner la totalité du travail anthropologique, mais plutôt comment lui va donc se confronter à la langue et essayer de le comprendre, cette langue. Comment aller donc de la langue à la société, qui sera la première question. Je vous propose, pour tenter de répondre à cette question, ou tout au moins de vous faire comprendre la réponse que moi j'ai essayé d'apporter à cette question-là, 3 exemples de représentation qui sont directement tirés d'une analyse de la langue telle qu'elle est parlée, mais aussi réfléchie par ses locuteurs. Parce que les gens ont un discours sur leur langue, un discours sur une glose sur forcément tout ce qu'ils disent. L'exemple que je prendrai sera celui de la langue némi de la région d'Yingel, dans le nord-est de la Nouvelle-Calédonie, langue qui est une des 4 langues, comme je vous l'ai expliqué, parlées dans les 2 communautés ou 2 sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, qui sont les sociétés voisines et absolument difficiles à séparer pour des raisons que vous allez assez vite comprendre, je l'espère. Alors, le premier exemple que je prendrai, c'est celui de l'orientation dans l'espace. On a là 2 systèmes, ou plutôt 2 sous-systèmes de repères qui sont utilisés. Je reprends ici un article de Françoise Ozanne-Rivière, en tout cas pour les dénominations. Il y a des repères géographiques qui sont liés à la représentation, à la prise en compte d'un certain nombre d'axes, l'opposition entre la terre et la mer, l'opposition entre l'amont et l'aval, l'axe d'une vallée, celui des vents dominants, etc. Et un certain nombre de repères qui vont être centrés par rapport aux locuteurs, que les anthropologues appellent systématiquement égaux, et qui est en s'éloignant, en se rapprochant, ou proche et visible, ou un peu plus éloigné mais connu et visible, ou éloigné beaucoup plus loin, inconnu, invisible, etc., qui peuvent avoir d'ailleurs des traductions temporelles, etc. Alors moi, je ne vais pas ici faire, c'est pas le sujet, un travail sur le système de représentation, d'orientation dans l'espace. Je vais m'en tenir donc aux repères géographiques de façon assez claire, et la plupart de tous ces repères géographiques vont être ramenés dans la langue, en fait, à un certain nombre de repères avec un axe orienté au bas, Roda en haut, Rodich en bas, qui sont repères clairement dérivés des verbes qui désignent le fait de monter et descendre, ta, teach. Et puis il y a un axe non orienté que Françoise Ozanne-Rivière dit c'est l'axe transversal qui consiste qui est directement tiré du mot hen qui veut dire aller, voyager, et elle traduit ça, rohen, transversalement. Personnellement, pour des raisons que vous comprendrez, je vais préférer une traduction qui sera à niveau plutôt que transversalement. Donc voilà le système d'orientation dans l'espace tel qu'il est décrit très rapidement par Françoise Ozanne-Rivière. Alors je vous donne les éléments par rapport à ces 2 axes. Donc l'axe orienté au bas, ou plutôt bas-haut dans mon schéma, et puis l'axe non orienté à niveau. Alors je vais descendre quand je vais vers le bord de mer. Et bien entendu, je vais monter quand je vais vers la chaîne centrale, vers l'intérieur du pays, vers le fond d'une vallée. Et j'irai à niveau quand je vais d'une vallée dans une autre, mais pas n'importe comment, par les lignes de crête. Parce que si je vais d'une vallée dans une autre autrement, eh bien je serai obligé de dire ta, je monte, men, hen, et je vais
et ensuite teach, man, teach, je descends. De même que quand on le verra tout à l'heure, j'ai allé pour nager et traverser une rivière à la nage. En aval, en amont se dit, d'en haut en bas, bien entendu, plutôt en bas en haut, mais dans le cas où je vais traverser une rivière, je peux la traverser qu'à gué, et là il y a un terme particulier pour désigner ça, et si par contre je vais nager, alors je vais descendre, nager, et remonter. Donc en amont, en aval, on ne peut pas traverser une rivière N. On peut pas faire ça. On va vers l'extérieur, vers l'intérieur lorsqu'on est dans une maison. Donc on va vers l'extérieur, on descend. Quand on rentre dans une maison, on monte en fait dans une maison. Et N, c'est quand je vais perpendiculairement à cet axe porte-fond de la maison. De même que quand je suis dans la maison, je vais descendre pour aller vers le fond de la maison et je vais monter en allant vers la porte. Et puis on retrouve ces choses-là aussi au niveau statutaire, en sens par exemple que je vais dire que je vais m'éloigner de quelqu'un de rang supérieur, alors à ce moment-là je vais descendre. Si je vais m'approcher de cette personne de rang supérieur, je vais monter. Et si je vais croiser son chemin, à ce moment-là il y a haine. Alors pour ce qui concerne le rang, on a quelque chose de relatif, dans le sens où alors que quand on prend des vrais repères géographiques, tout le monde va utiliser les mêmes repères. Lorsque je vais utiliser des repères statutaires, si je suis chef, personnellement, je ne vais pas descendre vers mes sujets. Le respect que j'ai vis-à-vis d'eux va faire que soit je vais aller à niveau, soit la plupart du temps, je vais monter aussi en utilisant un autre élément du statut de la personne, son âge par exemple, etc., pour essayer de le respecter à son tour. Donc voilà le schéma tel qu'il est représenté. La traduction qui est donnée par Françoise Rivière, c'est haut et bas. En vérité, c'est une traduction approximative. Puisque, en vérité, si je regarde bien la réalité, c'est pas haut, c'est intérieur haut et c'est extérieur bas. C'est-à-dire que systématiquement, chacun des cadres spatiaux dans lesquels je vais m'orienter vont être pensés sur un même modèle où le haut va être mis en relation avec l'intérieur, la source de la rivière, la chaîne centrale qui va barrer le paysage, l'intérieur, je suis bien à l'intérieur, et donc le haut est systématiquement référé à l'intérieur et le bas renvoie systématiquement avec l'extérieur. Donc j'ai ici quelque chose qui montre que je suis dans quelque chose qui est de l'ordre d'une représentation qui va tout de suite me faire toucher, on va dire, à la cosmologie, dans le sens où effectivement le monde dans son intégralité, mais tout cadre spatial, dès que je me déplace à Terre, dès que je suis sur la Terre, je vais retrouver ce niveau-là. Et le A niveau, vous le voyez dans le précédent, peut être utilisé par exemple quand je vais aussi vers quelqu'un, un proche socialement. Donc je vais monter parfois et en allant un peu plus haut, je vais dire que je vais aller à niveau parce que là c'est quelqu'un de ma famille et que donc quelqu'un de proche, on a ici des éléments sociaux et géographiques qui interfèrent. Donc ce schéma de la maison va se retrouver à l'échelle de l'île, mais là on voit qu'à l'échelle de l'île, si vous voulez, on a une orientation qui est tout à fait différente. On a tendance à penser que de la côte est vers la côte ouest, quand je suis à Yingen, je vais descendre quand je vais sur la côte est et je vais monter quand je vais sur la côte ouest. Alors ça s'explique très bien par le fait que je vais du côté de la chaîne, ou je vais au contraire, pour moi, du côté du bord de mer par rapport au village, à l'endroit où je me retrouve. Mais on voit bien que le schéma de la maison va se retrouver ici avec à niveau la zone de proximité sociale dans laquelle je suis, mais que dès que je sors de la côte et que je vais descendre dans la mer, à ce moment-là je ne peux plus que monter ou descendre, je descendrai au fond de la mer, quand je m'éloignerai de la côte je descendrai, quand je reviendrai vers la côte je vais monter. Et que là il n'y a plus de niveau transverse ou de niveau à niveau, comme l'a dit Françoise de Sainte-Rivière, et donc j'ai ici le schéma de la maison qui s'implique. C'est bien entendu un peu différent pour l'opposition que j'ai traduit ici de manière française, c'est-à-dire le sud et le nord, mais qui en vérité renvoie à un axe qui oriente la Grande Terre, qui est l'axe des vents dominants, notamment de l'Alizé,
qui permet de s'orienter en allant contre le vent ou dans le vent. Si je vais dans le vent, je vais vers ce qu'on appelle la porte de la maison, puisque la pointe nord de l'île, et toute l'île est assimilée à une maison, et on va appeler l'extrémité nord Wanenga, c'est-à-dire la porte de la maison, et que quand je vais aller au contraire vers le sud, je vais dire Mayenga, c'est-à-dire la pointe de la maison. Et que là, on a donc une représentation qui est un peu différente, dans le sens où toute l'île est orientée par un axe qui, d'une certaine manière, la dépasse, l'outrepasse, qui est l'axe des vents dominants, et nous renvoie à une autre verticalité que je n'ai pas le temps de présenter ici, qui était la verticalité liée au mouvement du Soleil et au mouvement des astres, et qui montre que cette fois, c'est l'univers tout entier qui est organisé selon le schéma d'une maison. Je vois donc ici, à partir de l'orientation dans l'espace, comment la notion de maison doit être élargie. C'est plus simplement le bâtiment, c'est plus simplement la société, c'est aussi le cosmos et toute une série de représentations emboîtées sur lesquelles je vais avoir à travailler. Or, en tant qu'anthropologue, je suis très très intéressé parce que il se trouve que lorsque je vais parler de l'organisation sociale, je vais avoir tout un vocabulaire assez complexe dont je vous donne ici que 3 éléments. J'ai 2 façons de décrire la communauté elle-même, qui est assimilée à une maison. L'une où c'est le terme nga, et l'autre c'est le terme wanga. Si je dis nga, eh ben nga c'est assez simple, c'est la maison en tant que bâtiment. Donc là, pas trop de difficultés, c'est la maison par rapport à l'extérieur. Par contre, si je dis wanga, alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que wanga, en fait, véritablement, que je vais traduire par demeure ou par maison, est composé, c'est un terme composé, avec wan et nga. Nga, c'est la maison, mais wan, en vérité, c'est le trou, c'est-à-dire la porte. En fait, on a affaire ici à ce qu'on appelle en français une synecdoque, c'est-à-dire le fait qu'on va désigner, comme on parle des voiles d'un navire pour dire, bah voilà, le navire, je le désigne par les voiles, je désigne la partie par le tout. Or, le tout par la partie, je veux dire. Et la partie ici, en l'occurrence, c'est la porte, c'est-à-dire le lieu des échanges entre intérieur et extérieur. De même que j'ai 2 termes pour dire le pays, Kavemo, littéralement l'endroit où je reste, et Faron, qui veut dire le milieu. Tout objet qui est construit dans la verticalité possède Bwan une tête, Pouye ou Ron un pied ou un fond, et puis au milieu, il y a le milieu. Or, le pays devient le milieu, c'est-à-dire cet endroit qui ne peut pas être pensé en dehors de sa relation avec un haut et un bas qui lui est extérieur. De même, si je regarde les expressions qui servent traditionnellement à désigner la coutume, je vais avoir Duhulmo, c'est-à-dire la vraie manière de rester, de demeurer, de s'ancrer quelque part, et Venunahen Venulmo, qui veut dire littéralement manière d'aller, c'est-à-dire de voyager, et manière de rester, ce qui fait que j'ai à la fois l'ancrage et la relation avec l'extérieur. Et donc, par rapport à d'autres systèmes de pensée, où l'espace, pour être pensé, a besoin d'un lieu. Marcel Mauss dit ça dans un de ses textes assez suggestifs sur l'espace, en disant on ne peut pas penser l'espace en dehors d'un lieu dans lequel on va se reconnaître et qui permet de penser l'espace, le chez-soi, le cercle sacré des feux, le cercle de danse, etc. Eh bien, dans la société kanate, l'espace où l'on est chez soi, l'espace de l'ancrage, n'est lui-même pas dissociable dans de très nombreux contextes d'une ou plusieurs relations à un extérieur qui devient aussi une dimension de soi, c'est-à-dire que je ne peux pas penser moi sans penser l'autre, et là il y a quelque chose qui demande à être compris du point de vue conceptuel. Autre exemple, et vous verrez que tout ça va se recouper, le terme toon. Le terme toon est traduit dans le dictionnaire de Françoise Ozanne-Rivière par le terme de clan. Bien entendu, au fur et à mesure de mes interactions avec les gens, et puis aussi des entretiens que je peux avoir avec eux, un certain nombre d'autres définitions vont m'être données, même si les gens utilisent le terme clan, puisque ce terme-là a été retenu par l'état civil français administratif, donc pour désigner ces groupes-là. Il y a d'abord tous les gens qui portent un même nom ancestral ou un nom souche. Pouyat, on peut traduire ce terme-là des 2 manières. Yat, c'est nom, et Poun, c'est Poun, l'ancêtre ou la souche de l'arbre. Là, ça peut aller avec le terme clan, pas trop de problème. Effectivement, les clans sont ceux qui portent un même nom. J'ai pas trop de difficultés. Puis ensuite, il va y avoir Kawein,
Kawein, traduction, c'est les termes de relation, vous savez, quand on désigne le père et son fils ou le père et ses enfants, ben c'est Kawein. On peut désigner aussi, comme ça, Kabera, les deux sœurs, voilà. Et là, on a Kawein, donc c'est les pères et les fils. Ah, alors là, je suis content parce que depuis le temps qu'on nous raconte que nous sommes dans un système patrilinéaire, ben voilà, non seulement le clan a un nom et dans un système patrilinéaire. Et puis à un moment donné, on va me dire, ah non mais attends, le Toun c'est pas ça, le Toun c'est tous ceux qui sont derrière le tas de vivres, c'est-à-dire tous ceux qui vont, lors d'un échange cérémoniel, se retrouver derrière l'ensemble des richesses et des vivres qui vont être donnés. Alors là, oula, ça devient beaucoup plus compliqué parce que ça fait énormément de monde. Et là, ça devient même synonyme de Puna, maison souche ou maison ancestrale. Et ça veut dire carrément tous les gens avec qui je suis parent. Hein, parce que quasiment parent. Et je peux être parent à la fois par mon père, je peux être parent par ma mère, je peux être parent par la mère de mon père et la mère de ma mère, je peux être parent par les chefs, puisque l'ensemble des rapports dans la chefferie sont là, et d'ailleurs quand les gens vont le dire, on va répéter un peu une des formules que j'ai citées hier pour ceux qui étaient avec nous au Centre culturel Chibarou, mais vous men kavein, peben me pekaven, Pouyat Mepunga Payele, c'est-à-dire tous ceux qui sont frères dans la chefferie, tous ceux qui sont descendants par les hommes, tous ceux qui sont consanguins, tous ceux qui ont des relations d'affinité, tout ça, ça fait une seule maison, et ça peut représenter des centaines et des centaines de personnes. Donc ça fait beaucoup de monde. Tout d'un coup, le clan éclate, et là on a beaucoup de gens, y compris des gens qui n'habitent pas dans le lieu où habitent. Et puis alors on a même trouvé dans un mythe, un Diama, Tun Okach, Tun Odanu, c'est-à-dire littéralement, je traduis Tun, ici, ça voudrait dire le clan des hommes et le clan des esprits, désignant la position d'un chef, qui est à la fois membre du clan des esprits et membre du clan des hommes, mais tel que c'est dit, littéralement, c'est tout le monde, en fait. C'est quasiment toute la grande terre qui devient un Tun. Et puis alors, à côté de ces définitions tellement élargies, j'en ai une autre qui me dit, ah mais non, le sang, c'est Quran, c'est-à-dire c'est uniquement les gens qui sont descendants par le sang de l'ancêtre. Les adoptés sont pas là. Exit les adoptés, ils sont pas là. Alors je me dis, ah ben alors qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben, c'est les adoptés, c'est les étrangers. Bon, première fois qu'on me parlait de ça. Et puis ensuite, je vais avoir une définition qui va m'être donnée, c'est Malone Mendagunen, que peux-je traduire le reste et la descendance. On peut traduire ça comme ça, ou plutôt, puisque là j'ai le possessif de la troisième personne, son reste et sa descendance parlant de l'ancêtre. Alors, je peux bien entendu faire un dictionnaire et puis mettre toutes les exceptions en disant en fonction des contextes qui sont là, mais forcément pour l'anthropologue, je vais avoir envie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'essayer de voir si je trouve une unité derrière tout ça, et effectivement, je vais à un moment donné construire ce schéma-là, dans lequel je découvre effectivement que il y a une affirmation qui est que le clan, c'est un clan qui correspond à des gens qui portent le même nom souche, qui sont principalement apparentés par les hommes, et de ce clan, il y a ce qui reste de l'ancêtre, c'est-à-dire sa descendance directe, mais aussi tous les adoptés. Et à Yagen, c'est pas n'importe quoi, vous avez des clans où il y a plus de 50% d'adoptés, donc ça représente quand même beaucoup de monde qui peut être à l'intérieur du groupe. Mais par rapport à ça, je peux donner une définition du clan où je vais introduire dans le clan plus simplement ce qu'il est localement, mais aussi sa relation avec l'extérieur. Et à ce moment-là, tous ceux qui sont derrière le tas de vivres deviennent des membres de la maison puisque je ne peux pas séparer intérieur et extérieur. Donc ça devient intéressant. Mais à ce moment-là, je comprends aussi pourquoi, à un moment donné, on va dire qu'il y a le sang et seulement le sang, parce que dans ce cas-là, effectivement, la structure d'échange, celle qui fait qu'il y a un lien avec l'extérieur, et dans la structure même de la maison à l'intérieur, où je vais distinguer des gens en fonction de leur statut, selon qu'ils viennent de l'extérieur ou selon qu'ils sont du sang. Non pas pour les disqualifier en tant que tels, mais pour montrer qu'ils sont issus des échanges et que d'une certaine manière, à l'intérieur même de la maison, il y a la structure d'échange qui est reproduite et qui va avoir une valeur statutaire, puisque d'une certaine manière, je vais avoir à l'intérieur de ces clans une double hiérarchie, avec d'un côté des gens qui vont être classés selon l'aînesse, la primogéniture, mais cette primogéniture, quel que soit le mode d'intégration à l'intérieur du clan, que ce soit la filiation ou l'adoption, et dans d'autres cas, une autre hiérarchie, qui est la hiérarchie qui va être donnée en fonction qu'on est adopté ou pas adopté. Je vais avoir cette double hiérarchie et une double structure du respect à l'intérieur de cette société, qui est donc complètement intéressante.
Et donc on peut parler ici d'une sorte de dualisme récursif, terme absolument barbare, mais dont l'anthropologue va avoir besoin pour essayer de dire les choses, c'est-à-dire j'ai une opposition intérieure-extérieure, mais à l'intérieur même de l'intérieur, je vais retrouver cette opposition entre intérieur et extérieur. Troisième et dernier exemple, le vocabulaire de parenté. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger une lecture complète du vocabulaire de parenté, seulement vous signaler le fait que vous avez là-haut, à côté de Panaron, son mari, qui est appelé Nen, et que c'est une erreur, il s'appelle Ponen. Ponen, terme que vous allez retrouver ici pour l'oncle maternel. Et c'est ce terme Ponen que je voudrais vous faire toucher du doigt. Vous apercevez que ce terme est que l'ego soit un homme ou une femme qui parle, systématiquement traduit ici, la plupart du temps, en disant c'est mon oncle. Et la plupart du temps, les gens vont dire c'est mon oncle maternel. Or, il se trouve que les sœurs du père, au sens le plus large du puisque c'est non seulement ses sœurs, mais en fait ses cousines parallèles, comme disent les anthropologues, et ses cousines croisées, vont être toutes appelées Panaon, et que donc leurs maris seront Ponen. Et donc à ce niveau-là, les choses sont simples, la traduction, pour un anthropologue de base, c'est affin du père, ou plutôt beau-frère du père, que ce beau-frère ait pris une femme chez lui, ou que lui se retrouve dans une position de beau-frère, puisque c'est le frère de sa femme ou un des cousins de sa femme. Par contre, dès que je descends à la génération de mes enfants, je vais m'apercevoir que Ponen peut s'appliquer ici aussi bien à des garçons qu'à des filles, et que pour un homme, grosso modo, il va appeler Ponen tous les enfants des femmes de sa génération, que ce soit ses sœurs, ses cousines, parallèles, croisées, tous les enfants vont être Ponen. Pour une femme, ça va s'inverser. Vous l'avez ici, elle va appeler Ponen tous les enfants issus de ses frères, de ses cousins, comme ça. On se dit, ah, tiens, pourquoi tout d'un coup il y a ce terme-là, où il semble que ce soit le sexe à la génération supérieure qui permette d'expliquer cette organisation. Et la réponse dans cette affaire-là, c'est qu'on a affaire à une sorte de germanité où l'opposition de sexe est fondamentale et elle se transmet généalogiquement, c'est-à-dire, je dirais, c'est un enfant pour moi, de germain de sexe opposé. Voilà, je peux traduire ça, quel que soit le sexe de la personne. Et donc, je vais penser en termes de germanité. Alors, comment expliquer cette affaire-là? C'est très simple, si vous voulez. C'est que, traditionnellement, aujourd'hui, c'est plus guère suivi, si je suis un homme, je peux épouser soit la femme qui est ici, c'est-à-dire ma cousine croisée, la trilatérale, c'est-à-dire la fille de la sœur de mon père, soit épouser la fille du frère de ma mère. Mais la plupart du temps, bien entendu, aujourd'hui, on n'épouse plus ces femmes-là. Et donc, à partir de là, je vais, moi, me retrouver, lorsque je suis dans les mariages, dans une position où je vais donner ces femmes-là en mariage, puisqu'elles vont aller se marier en dehors. Ce n'est pas moi qui vais les épouser. Si je les épousais, leurs enfants deviendraient mes enfants, et à ce moment-là, la terminologie s'inverserait. Mais du fait que là, la terminologie ne s'inverse pas, j'ai donc quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de germanité généalogique, comme je vous l'ai dit, qui s'exprime ici, et dans lequel le terme Ponen va désigner à la fois quelqu'un qui est de mon clan, d'une certaine manière, puisque c'est un enfant de sœur et que ma sœur appartient à mon clan, et il appartient, et en même temps un affin. Il est à la fois une sorte de consanguin et l'affin. Alors c'est très embêtant pour les anthropologues qui, depuis Claude Lévi-Strauss, ont systématiquement tendance à opposer les affins et les consanguins, alors que là, d'une certaine manière, on est dans ce statut à la fois d'affinité et de consanguinité. Donc le terme Ponen, alors là, vous avez ici des termes d'affinité proprement dit. Là, je suis dans des termes de ce qu'on appelle traditionnellement la consanguinité, qui vous montrent qu'il y a un vocabulaire de l'affinité qui est différent de l'affinité immédiate par rapport au vocabulaire de la consanguinité, dans lequel, en fait, il me faut distinguer à la fois des espèces de germains généalogiques, mais germains qui sont tous issus du même sexe que moi, ou au contraire, des germains qui sont issus de parents de ma génération, mais de sexe opposé. Donc, dans cette affaire-là, on s'aperçoit que la germanité sert à penser la parenté. Alors, là, j'ai pas le temps de démontrer ça, mais si vous voulez, le terme qui désigne les germains, c'est Peben, traditionnellement, mais
selon le contexte, je vais traduire ça par mes parents, c'est-à-dire c'est tous mes parents, et donc toute la forme de la parenté se traduit sous une forme de germanité, et cette parenté, c'est l'appartenance à une même maison, plus les mariages effectifs qui vont venir travailler, et selon le mariage que j'ai contracté ou pas, je vais avoir quelqu'un qui va au contraire être traité comme un affin, ou au contraire traité comme un consanguin définitivement. Donc je suis dans cette affaire-là, à la génération des enfants, avec des germains classificatoires de sexe opposé. Et si je retrouve, je retrouve la même structure que celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire que le terme ponen désigne quelqu'un qui est à la fois intérieur et extérieur, puisque d'une certaine manière, c'est pas les affins, là, il serait extérieur et c'est le vocabulaire de l'affinité immédiate. Il n'est pas non plus un germain de même sexe et transmis, il n'est donc pas de l'intérieur, il est à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et je retrouve le même dualisme récursif dont je vous ai parlé. Alors, une fois qu'on est là, il va falloir retrouver, bien entendu, qu'est-ce que ça voudra dire ici comprendre, qu'est-ce que ça voudra dire faire comprendre, et qu'est-ce que ça voudra dire traduire. Eh bien, il va falloir faire un travail comparatif, c'est-à-dire des allers-retours avec le vocabulaire de sa propre langue, enrichi par le vocabulaire anthropologique, et puis faire un gros travail conceptuel pour essayer de déconstruire et reconstruire des concepts qui, bien entendu, n'appartiennent pas à ma langue. C'est bien le problème, c'est comment je peux traduire ça. Je peux, bien entendu, tout à fait dire que l'espace dans lequel je me suis orienté tout à l'heure est un espace social. Ça mange pas de pain, mais en même temps, tous les espaces sont sociaux. Je peux, bien entendu, traduire le mot toun par le mot clan. Et je peux, en français, sans trop de difficulté, traduire oncle ou par le beau-frère du père par oncle, puisque de toute façon, tous les autres membres de la génération seront des papas. Donc, d'une certaine manière, c'est pas un problème. Et je peux, bien entendu, aussi avoir ici des équivalents dans la langue française. Mais si je dois le définir dans mon dictionnaire, qui n'est plus simplement linguistique, mais culturel, il va bien falloir que je trouve des moyens de dire ça. Et donc, dans cette affaire-là, je suis bien obligé de penser que l'espace est un espace qui n'est pas simplement social, mais relationnel, et dans lequel non seulement les lieux sont en relation les unes avec les autres, mais où le lieu lui-même est considéré comme une relation. C'est-à-dire que la localité, c'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre de l'enracinement, et en même temps de l'ordre de la relation, d'où la difficulté, et cette espèce de néologisme que je trouve, qui ne me satisfait pas pleinement, mais que j'essaye de trouver, qui est de parler de lieu rationnel. De même que quand je parle du toon, eh bien, je dois admettre que je suis dans un système qui n'est pas un système segmentaire. Or, si on lit la plupart des anthropologues qui ont travaillé ici, on aurait, d'une certaine manière, même si c'est pas exactement la même chose, on sait depuis Barnes que les modèles qui ont été utilisés en Nouvelle-Guinée à partir des modèles africains n'étaient pas tout à fait les bons qui étaient là. Mais là, en l'occurrence, même si j'ai une segmentation, j'ai pas un système segmentaire au sens d'opposition de groupes qui feraient des fissions ou s'uniraient en fonction d'impératifs sociopolitiques. J'ai fondamentalement des relations d'échange et la société va être décrite comme une sorte de hiérarchie de relations d'échange dans lesquelles l'échange est à la fois localisé et en même temps statutaire, puisqu'il me donne d'une certaine manière une identité qui est toujours statutaire. Si je suis un neveu, je suis membre de la maison et j'ai une position statutaire. Et bien entendu, je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs systèmes statutaires, je prends juste celui-ci. Donc je vais parler d'échanges localisés et statutaires. Et puis, comme j'ai des mariages et que c'est en fonction des mariages que vont se débloquer les blocs de parents qu'on va appeler à la fois consanguins affins, puisqu'ils sont à la fois les deux, il faut que je trouve un terme. Donc l'échange va être présenté ici hiérarchiquement comme le moteur de la société. Et en même temps qu'il est le moteur de la société, eh bien il englobe du point de vue hiérarchique quelque chose qui est des blocs de parents qui sont en fait une sorte d'hétérogermanité généalogique. Alors hétérogermanité, les gens qui sont issus des germains de même sexe que moi vont être des homogermains généalogiques, c'est-à-dire des frères généalogiques mais qui sont issus de souches dans lesquelles il y a l'identité, la mienne, ils sont de la même, on est de la même maison au sens où on est dans l'intérieur de la maison, et puis des hétérogermains, c'est-à-dire des enfants, si je suis un homme, des enfants de sœurs, qui sont des hétérogermains, puisque là c'est des germains de sexe opposé, et en même temps, eh bien, sont aussi des gens de l'extérieur, à l'intérieur même de la maison. Alors que j'ai cette espèce de toujours et donc je vais inventer un barbarisme absolu, qui est hétérogermanité, diachronie,
pharaonique et généalogique qui est englobé par les échanges. Pas forcément très satisfaisant, mais il va bien falloir que je trouve peut-être quelque chose de mieux, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc voilà l'essentiel des éléments dont je voulais vous entretenir, qui est ce que l'anthropologue peut essayer d'apporter en allant, bien entendu, de la société, de la langue à la société, puis de la société à la langue, pour essayer de faire des entrées sociologiques, des entrées culturelles à l'intérieur de... Alors, si maintenant on veut conclure, on conclura à partir de l'intitulé de notre colloque, ce que les langues océaniennes nous apprennent, et donc les langues et les sociétés océaniennes que nous apprennent, eh bien c'est forcément à élargir notre vision des choses, à être obligé de déconstruire nos propres concepts et en inventer des nouveaux, même si ça prend du temps et que parfois on est obligé de passer par des détours qui peuvent paraître ou techniques dans le meilleur des cas et théoriques si on est gentil, ou complètement barbares si on est bien entendu méchant. Mais on voit bien que dans cette affaire, on a quelque chose d'un travail de déconstruction et de reconstruction conceptuelle auquel ces langues vont nous obliger et de rentrer dans d'autres visions du monde, de la manière de faire société. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrice pour ce bel exemple de nécessité de faire dialoguer les disciplines également entre elles et de partir de notre objet d'étude pour construire le savoir. Alors on a un petit temps pour les questions, à peu près 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on va trouver des micros. Les Cavals. Merci beaucoup pour cette discussion très intéressante qui me fait penser un peu aux discussions de Roger Kissing sur comme les schémas conceptuels pour comprendre les métaphores. Oui. Mais j'ai une question plus spécifique sur la précision de ce métaphore interne, externe, intérieur, extérieur, d'un part, et de l'autre part, de cette opposition entre les hétérogermains et les homogermains, si on peut le dire. Oui. Parce que il me semble qu'il y a une différence importante entre les deux, c'est-à-dire, normalement dans le monde, l'extérieur est beaucoup plus grand que l'intérieur. Que ce soit une maison ou le territoire d'un clan ou n'importe quoi. Mais dans les systèmes de parenté classificatoires, le nombre d'hétérogermains est identique au nombre de homogermains. Alors c'était une différence très importante, je crois. Et peut-être un point de divergence entre ces deux organisations. Oui. Alors, en ce qui concerne donc l'opposition intérieure-extérieure, c'est-à-dire ce dualisme, c'est une traduction que je suis obligé d'utiliser, qui montre que, grosso modo, dès qu'on va interroger un niveau d'organisation sociale, on va trouver un certain nombre de distinctions parentales et statutaires. On n'est jamais capable de les distinguer puisque toute distinction de parenté s'exprime aussi dans le langage du statut social. Et cette chose-là va être toujours avec trois niveaux. Qui sont des niveaux, alors on dirait d'intériorité ou de centralité par rapport à la maison, et puis des niveaux enseignement. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, les homogermains dans cette affaire-là sont ceux qui sont au centre de la maison, puisqu'ils sont directement issus par le sang de l'ancêtre, ou qu'ils ont été adoptés
alors là j'élargis un peu la chose, à pas adopter et intégrer comme si c'était effectivement des frères, puisque dès que je suis dans la parenté, on va dire bon, vous êtes cousin, on va être Kabegen, bon, mais comment vous êtes Kabegen? Je vais systématiquement remonter pour essayer de l'expliquer à une relation de germanité. Je suis obligé de remonter. Voilà, les deux papas étaient frères, là ça ils seront frères, Begen, ou les deux le maman et le papa étaient frères et sœurs, etc. Je vais toujours remonter en haut par une relation frère-sœur. Et donc dans cette affaire, on voit bien que il y a, si je suis enfant de frère, je suis en plein dans le clan, même s'il va y avoir ensuite une distinction secondaire entre les gens qui sont du sang et les gens qui sont pas du sang mais qui ont été adoptés. Puis ensuite, il y aura les enfants de sœurs, proprement dit, et puis il y aura les affins. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des cérémonies de mariage, et que les gens vont se présenter pour donner une femme en mariage à un clan, dans cette cérémonie de mariage, une des métaphores qui peut être donnée, c'est ils sont sur le seuil de la maison. Ils sont pas dans la maison, ils sont plus tout à fait extérieurs et ils sont vraiment sur le seuil. Et alors que les affins proprement dit, c'est intéressant, je vais pas reprendre ici, mais le terme par exemple pour beau-frère, si je dis mon beau-frère, c'est Kayang, et Kayang, mon beau-frère, si je traduis littéralement, ça veut dire mon étranger. C'est-à-dire que j'appelle mon beau-frère comme étant mon étranger. Donc je vois bien que j'ai en permanence, quel que soit le niveau, et ça va aller y compris jusqu'au niveau des chefferies, où une chefferie, donc en apparence, on va dire autrefois une structure souveraine, c'est-à-dire une organisation souveraine, avec un souverain qui est porteur de la souveraineté de la société, eh bien, lui-même ne peut pas être seul. Il aura forcément quelqu'un d'autre en relation avec lequel il va aller, et c'est la fameuse distinction, pour ceux qui connaissent un peu l'ethnologie de la Nouvelle-Calédonie, entre les Horots et les Wawap, la fameuse dualité Hot-Mawap qui désigne l'aire la plus au nord de la Nouvelle-Calédonie. On va avoir systématiquement cette affaire-là. Donc, d'une certaine manière, le monde, j'ai pas pu le montrer, mais est tout le temps dans cette relation-là. Donc, on est tout le temps dans cette affaire-là, depuis le cadre le plus englobant jusqu'au au cadre le plus... et quand, par exemple, c'est le père Lambert qui raconte ça en 1900 dans les mœurs et superstitions des Néo-Calédoniens. Et il essaye d'apprendre le Notre Père, à moins que ça soit peut-être Rougeron, c'est Rougeron, je me trompe, explique qu'il apprend le Notre Père qui est aux cieux aux gens, et les gens disent ah mais nous il n'y a pas de problème, si non mais si au-dessus de la maison, donc au-dessus intérieur, il peut y avoir une maison plus large dans laquelle il y a Dieu, c'est pas un problème. Et d'ailleurs c'est tellement peu un problème que on voit bien du point de vue de la cosmologie que les gens ont intégré Dieu dans cette affaire-là, sans que ça change la structure fondamentale de la société. On l'a intégré, mais il n'a pas bouleversé le cadre conceptuel et cosmologique des gens. Donc ça, c'est la première chose. Donc, d'une certaine manière, il y a toujours un peu des hétérogermains qui sont là. Et donc, le monde est dans cette affaire-là, et le monde des relations est complètement coextensif. Oui. D'un point de vue australien, où tout le monde est inclus dans ce système de parenté classificatoire. Alors, est-ce que ici, si on remonte ou en allant au-delà du propre clan et au-delà de la propre langue, on trouve des gens qu'on traite de frères ou de cousins croisés ou de grands-pères dans la même façon? Oui, par le jeu des échanges, oui. C'est-à-dire que l'univers kanak, dans sa globalité, était un univers de relations d'échange dans lequel on se mariait. Les gens d'Yingen se mariaient quasiment au nord jusqu'à Bélep. Ils se mariaient jusqu'à l'île des Pins. Il y avait des mariages sur toutes les côtes. Et il y avait ensuite des mariages par le biais de Marais et de Lifou avec le sud du Vanuatu, dans lesquels... Et les gens, lorsqu'ils vont se rencontrer, ils vont tout de suite s'identifier en donnant leur nom, etc. Et très vite essayer de trouver s'ils ont des relations. Et très souvent, ils vont avoir des relations. La différence avec les systèmes australiens, c'est que
en tout cas vu de mon côté, et je suis pas un spécialiste des systèmes australiens, c'est qu'on va retrouver quand même un même schéma un peu partout, avec des moitiés qui reprennent les mêmes noms noirs. Ici, on a au contraire des organisations assez différentes. Par exemple, dans la région qui est juste en dessous de la région Otmawap, où là, il y a deux moitiés, mais les moitiés sont liées aux chefferies, c'est-à-dire c'est les grands chefs qui se classent en Oot et Wawap. On va avoir des moitiés matrimoniales dans la région de Pachi, qui sont les Douis et les Baïs, où là, quand on est Douis, on se marie avec une Baï et réciproquement. Et donc là, on est dans des systèmes un peu différents. Et puis il y aura entre les deux la région de Touo, où on a un système avec des Douis et les Baïs, mais qui ressemble beaucoup plus au système Otmawap qu'au système Douis-Baï. Et puis on descend comme ça et on va trouver. Mais malgré ça, et ces organisations-là, on va toujours trouver un moyen d'essayer d'intégrer les gens dans des systèmes de parenté. Et quand les Canadiens vont se rencontrer, ils essayent d'abord de voir s'ils peuvent avoir des liens. Et puis s'ils en ont pas, eh ben, est-ce que tu connais un tel et un tel? Et on va, par d'autres liens, trouver des formes de parenté. Or, Peben, qui est le terme pour désigner frère, c'est aussi le terme pour désigner les amis. Dans la globalité, et comme je dis dans le monde kanak, on n'a pas d'amis, on a que des frères et des sœurs. Il suffit d'écouter les étudiants ici qui ne s'appellent pas mon ami, mais qui s'appellent mon frère, ma sœur, etc. Et je trouve ça très important parce que la société s'étend beaucoup plus au-delà du clan, de la langue. Absolument. C'est une société qui lie toute la Kanaki. C'est pas seulement un construit post-colonial. Et ça explique pourquoi il y a ce plurilinguisme dont on a parlé, puisque d'une certaine manière, ces langues sont aussi nos langues. Enfin, je veux dire, les femmes apportaient les langues à l'intérieur de la maison, des langues nouvelles, et les enfants étaient éduqués non seulement dans la langue de leur père, mais la langue de la mère, et parfois dans la langue du grand-père. Alors il y a une déperdition qui est forte, mais quand moi j'arrive ici en 82-83, je connais des gens qui parlent 7 langues. C'est courant. Merci. Alors, merci beaucoup. Je suis très impressionné par l'acuité de votre analyse parce que merci. Confronté à un système pareil, je crois que j'aurais jeté l'éponge. Mais il y a un truc que j'ai pas compris avec la maison dans votre tableau. Je crois avoir mal compris. Il y avait, on monte vers la porte et on descend vers l'intérieur de la maison. Là, on monte vers l'intérieur et on descend vers la porte. D'accord, ça fait plus sens, merci. Oui, c'est toujours comme ça. Merci Patrice pour l'intervention. En plus, moi, personnellement, ça m'a permis de mieux conceptualiser certaines choses, certaines représentations. Et donc, par rapport à ce que tu viens de nous dire, que j'ai trouvé super intéressant. Donc, en fait, je me suis posé la question. Est-ce que justement ce que tu as expliqué par rapport à la notion d'intérieur et d'extérieur qu'on retrouve souvent dans les autres structures de la société autres traditionnelles, est-ce que ça donc par rapport à cette notion d'intérieur et d'extérieur, de relation d'échange, qui en fait la relation d'échange est une forme d'équilibre par rapport à la société en elle-même. Est-ce que ça, on peut, par exemple, les mythes d'origine, est-ce que on peut également s'appuyer sur ces mythes pour pouvoir expliquer cette notion d'intérieur, extérieur et de relations d'échange qui font un équilibre dans la société en elle-même? Oui, ben, la clé de tous ces récits, elle est autour de l'échange et de formes de germanité qui vont se construire par les échanges. C'est même, j'allais dire, c'est l'essentiel des clés pour comprendre ces récits-là. Il y a toujours des affaires de ce type-là. C'est-à-dire que, par exemple, les chefs sont des étrangers. Oui, mais ces étrangers-là, en fait, sont des fils de femmes. C'est-à-dire que par rapport aux gens, ils sont, par rapport à leur sujet, des fils de sœurs, par opposition à ceux qui sont les fils de frères. Voilà. Et on peut retrouver ça à tous les niveaux de l'organisation sociale. Mais ce lien par les femmes va être le lien qui est hiérarchiquement le plus important,
puisqu'en même temps, le chef, tout en étant fils de sœur, devient celui qui incarne la totalité de la société. C'est-à-dire que, au niveau de la société, c'est bien la relation avec l'extérieur qui est l'élément le plus important, plus que l'enracinement. L'enracinement n'existe qu'en tant qu'il est un élément d'une relation d'échange. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de lieu. C'est pour ça que quand on dit que les Kanaks, le lien à la terre est un élément absolument fondamental, oui, mais c'est jamais dépourvu d'un lien avec justement l'extérieur. Ce qui souvent n'a pas été compris, y compris par exemple au niveau politique, quand les gens parlaient du droit du premier occupant, ici il y a des revendications au nom du premier occupant, en vérité ce qu'ils essayaient de poser c'était une relation sociale. C'est-à-dire aussi un lien par rapport à la terre. Un lien qui permettait par le biais des échanges d'intégrer celui qui vient de l'extérieur. Après, ma deuxième question, Patrice, c'est... je ne sais pas si je vais arriver à me faire comprendre. Hein. Moi, je vous ai infligé l'hétérogermanité généalogique, alors après ça... tout est permis. Hein. Alors, en fait, est-ce que l'on peut dire que... Alors, attends... Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui peut expliquer la notion de la société kanak, de part on dit que souvent les gens ont tendance à dire que c'est une société patriarcale. Alors est-ce qu'on peut dire que en effet c'est une société matriarcale parce que c'est la transmission du sang de la mère qui fait élargir le clan, et alors que l'autorité est patriarcale. Tu me comprends là? Oui, oui. Hein? Oui. Et comment dire et alors qu'en fait cette histoire d'intérieur et d'extérieur, parce qu'après en fait au départ c'est matriarcal, mais après comme elle devient, alors je sais plus si le terme c'est patrilocal, non, ça n'a rien à voir. Le patriarcat, ça renvoie à des idées que le pouvoir, l'autorité du côté des hommes par opposition au matriarcat qui serait pas. Patrilocal, ça veut dire que la résidence du couple se fait là où est le mari. Parce que du coup la femme, le père du mari. La femme, elle va vers l'extérieur, voilà, et elle va chez le mari. Oui. Alors, par rapport à cette notion d'intérieur-extérieur, est-ce qu'on peut associer... Non, mais de façon globale, les gens diront que la vie est transmise par les femmes, marriage, et que les hommes transmettent ce qu'on appelle le djinou, c'est-à-dire ou captent le djinou, c'est-à-dire la puissance, l'équivalent du mana. Dans cette affaire, bien entendu, c'est une façon très large de parler. En vérité, il y a des tas de contextes où on va mettre en évidence le fait que ce qui est le plus important, c'est la vie, et d'autres contextes sociaux où c'est la puissance qui va jouer. Si je reprends mon opposition entre la maison toute seule et la maison ouverte sur l'extérieur, lorsqu'on est dans l'ouvert sur l'extérieur, qui est la conception de la maison la plus importante, c'est la vie. Si je suis au contraire la maison toute seule par opposition à d'autres maisons, je vais être dans des rapports de puissance. Mais tout ça n'a rien à voir. Patriarcal, matriarcal, c'est des choses qu'il faut complètement oublier, même si bien entendu il y a des tendances de certains coutumiers aujourd'hui à utiliser ces interprétations-là. Mais quand on lit je suis désolé, j'espère que je ne blesserai personne, mais quand on lit dans la charte des valeurs que l'oncle maternel est une valeur, la première réaction qu'on a eue avec un certain nombre de copains à Yangaï, on dit il a bien de la chance parce qu'il n'a pas de sœur, lui. C'est-à-dire que la relation, c'est pas... S'il est l'oncle maternel, il est forcément passé par une femme. On ne peut pas être oncle maternel sans qu'il y ait une sœur. Et que c'est ce couple frère-sœur qui est important. Or, ce couple frère-sœur, il est à la fois et la vie et la puissance. Il est forcément les deux. Et quand il va y avoir un mariage, surtout quand on va donner la femme, la dernière des trois coutumes plus importantes qu'on appelle Wemeniak, c'est-à-dire donner l'eau et le feu, vient, alors j'ai pas le temps d'expliquer ça, mais vient rappeler que si les hommes ont la puissance et que les hommes ont des ancêtres, c'est d'abord parce qu'il y a eu des femmes qui leur ont donné des enfants. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que la société kanak est une société patriarcale, qu'on soit dans une société où il y a des statuts qui sont forcément, je dirais, asymétriques. C'est vrai, mais il y a des renversements. C'est-à-dire, il y a des tas de moments où, dans certains contextes, on va mettre l'accent sur le fait que là, ça vient du côté des femmes, à d'autres moments que là, c'est le côté des hommes enfin, le côté des hommes et le côté des femmes, d'ailleurs, n'a pas beaucoup de sens. C'est soit on est du côté du mari et de l'époux, soit on est du côté du frère ou de la sœur et de leurs descendants.
Parce qu'en fait, c'est comme ça que les gens réfléchissent. L'opposition de sexe n'a qu'un intérêt, je dirais, limité. Les gens en parlent comme ça globalement, mais dès qu'on va rentrer dans le détail de l'organisation sociale, on est clairement dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et homme-femme, c'est vraiment une opposition à l'occidental, puisqu'en vérité, personne ne pense les hommes et les femmes sans penser en même temps leurs relations et les relations entre leurs groupes. Donc il n'y a que des frères et des sœurs, ou des maris et des femmes, ou des filles et des garçons, etc. Merci, tu m'as rassuré.